Carter sort en ville avec sa sœur pour fêter son 22e anniversaire. Mais l'euphorie fait bientôt place à la peur lorsqu'Amanda ne rentre pas chez elle. D'après la description qu'on a eue, le chauffeur avait une tête de porc. Elle avait les mains attachées au-dessus de la tête, comme ça. C'était un suspect des plus sérieux. Combien y avait-il de chances pour que plusieurs hommes roux et barbus se trouvent à Hobart ce soir-là? On s'est dit qu'il finirait par faire une erreur ou que quelqu'un le dénoncerait. Prouvez-le. Et si vous pensez que je suis coupable, arrêtez-moi. Et si ce n'était pas Amanda, où était-elle allée? Quand on lui a demandé s'il avait eu des rapports sexuels, il a répondu non. Je me souviens lui avoir dit qu'il ferait mieux de s'y habituer parce qu'il y aurait d'autres interrogatoires. Il a dû penser qu'il était libre. Après toutes ces années, on tenait peut-être notre homme. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Les crimes gratuits obsèdent les enquêteurs, car ceux qui les commettent ne possèdent pas de mobile. Ils tuent pour tuer, cédant à la panique ou à une pulsion incontrôlable. Dès lors, comment retracer leur parcours? Comment établir les liens logiques qui peuvent les associer à leurs victimes? L'affaire que je vous propose de suivre maintenant marque une étape importante dans l'évolution des sciences médico-légales en Australie. Elle s'est déroulée en 1980 à une époque où l'analyse des prélèvements biologiques se limitait, dans le meilleur des cas, à déterminer le groupe sanguin des suspects et des victimes. Monsieur Carter a signalé la disparition de sa fille à la police et il avait peur pour sa sécurité parce que ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas rentrer chez elle de la nuit. Il nous a dit que ses deux filles étaient sorties le samedi soir pour fêter les 22 ans d'Amanda, que la famille était très soudée et qu'Amanda, Debbie et Brenton vivaient encore à la maison. C'était vraiment un environnement idéal pour grandir. C'était une famille chaleureuse et très soudée. Généralement, on ne s'inquiète pas quand une jeune femme de 22 ans ne rentre pas à la maison, mais selon eux, elle rentrait toujours. On a fouillé dans ses affaires pour voir s'il manquait des vêtements, un sac, des livres ou quelque chose indiquant qu'elle serait partie avec l'intention de ne pas rentrer de la nuit. Mais on n'a rien trouvé. L'alerte a donc été donnée très tôt et ça ne ressemblait pas à un cas de disparition ordinaire. La police s'empresse de retracer les derniers déplacements de la jeune femme. Sa sœur Debbie nous a dit qu'elles étaient allées dans différents bars, qu'elles en avaient bien profité et qu'elles avaient beaucoup bu. Et après minuit, elles sont allées au Hope and Anchor. Mais Debbie ne se souvenait plus très bien de ce qu'elle avait fait, avec qui elle était, ni où était sa sœur. Beaucoup de gens ont parlé à Amanda Carter, mais rien ne laissait penser qu'elle allait faire quelque chose d'inhabituel. Tous ceux qui la connaissaient pensaient qu'elle allait prendre un taxi. C'était généralement ce qu'elle faisait. On a commencé à enquêter sur les différentes compagnies de taxi pour savoir qui était de service cette nuit-là. Je conduisais le taxi 99 dans les environs de Hobart. C'était une nuit assez chargée. J'ai dit à la police que j'avais vu quelqu'un assis sur le pas de la porte du vieux bâtiment d'une compagnie d'assurance entre 2h45 et 3h du matin. D'autres chauffeurs de taxi disent avoir vu cette même jeune femme. Personne ne pouvait certifier que c'était Amanda Carter. Mais beaucoup nous ont dit qu'elle lui ressemblait et que c'était la station de taxi où elle avait l'habitude d'aller. Mais selon les témoignages, l'heure varie entre 1h30 et 3h30 du matin. 3 chauffeurs nous ont dit avoir vu un taxi jaune sur les places de stationnement juste devant les marches où se trouvait la jeune femme. L'un d'entre eux a vu un chauffeur de taxi s'approcher des marches du bâtiment, ramasser un sac à main et le jeter dans sa voiture.
Le taxi était juste devant lui et il a pu noter qu'il s'agissait du numéro 58. C'était une piste qu'on voulait à tout prix exploiter parce qu'Amanda avait son sac avec elle. Il y avait donc une chance pour que ce sac soit le sien. Un chauffeur nous a même dit qu'il y avait une chance pour que la jeune femme des Marsh soit montée dans le taxi. Et si c'était le cas, ça voulait dire qu'il devenait très urgent de retrouver ce véhicule. Amanda Carter a disparu depuis 24 heures. Et rien ne laisse penser qu'elle est fuguée. Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 27 juillet 1980 ? Amanda, qui avait beaucoup bu dans les bars en compagnie de sa sœur, s'est volatilisée sans explication. Pour toute information, les enquêteurs savent maintenant qu'entre 1h30 et 3h30 du matin, une jeune femme lui ressemblant a été aperçue assise sur les marches d'un vieux bâtiment du centre-ville à proximité d'une station de taxi qu'Amanda avait l'habitude de fréquenter. Ils ont découvert également que cette femme est peut-être montée à bord d'un taxi jaune dont la plaque d'immatriculation se terminait par 58. Leur priorité est maintenant d'identifier le chauffeur du taxi. Ce taxi appartenait à un certain Wayne Highland. Je crois que c'était le seul taxi jaune de cette marque. Et à 5 heures du matin, on l'a retrouvé à l'aéroport. John Blue et moi, on s'est rendus là-bas pour retrouver Highland et sa voiture. Et en regardant dans le coffre, on a retrouvé un sac à main. Il nous a dit qu'il l'avait trouvé sur les marches du bâtiment de la compagnie d'assurance dans la nuit de samedi à dimanche et qu'il avait l'intention de le ramener au bureau mais qu'il avait oublié. Et s'il avait le sac d'Amanda dans la voiture, il y avait une chance pour qu'Amanda y soit montée aussi. Il savait forcément quelque chose. C'était un suspect des plus sérieux. Cela fait 48 heures qu'Amanda Carter a disparu. La police a déjà retrouvé ce qu'elle pense être son sac à main dans le coffre d'un taxi. Le véhicule est aussitôt saisi et son chauffeur interrogé. On a parlé à Highland au commissariat. Il nous a dit que dans la nuit de samedi à dimanche, il avait rencontré une jeune femme assise sur des marches en face de la poste et qu'il lui avait demandé si elle avait besoin d'un taxi. Mais elle lui aurait répondu qu'elle attendait un ami. Il nous a dit qu'il était donc remonté dans son taxi, qu'il était allé à la station de Murray Street, où il a conduit une cliente jusqu'à Windermere. Ensuite, il est revenu à Hobart et d'après ce qu'il nous a dit, il est retourné sur les marches où il a trouvé un sac à main. Et c'est celui qu'on a retrouvé dans sa voiture. Il n'a pas pu nous dire avec certitude s'il s'agissait d'Amanda Carter, parce qu'il ne la connaissait pas. Mais d'après la description qu'on lui avait donnée, il a dit que ça pouvait être elle. La jeune femme en question est-elle Amanda Carter? Et dans ce cas, qui attendait-elle? Et surtout, le sac retrouvé dans le coffre du taxi lui appartient-il? On était presque sûr que c'était le sac d'Amanda Carter. Il n'y avait ni carte de crédit, ni pièce d'identité, mais il ressemblait beaucoup à la description du sac d'Amanda. On est allé à Turella pour parler à monsieur et madame Carter, ainsi qu'à Debbie. On leur a montré le sac et à notre grande surprise, ils nous ont dit que ce n'était pas le sien. Ils étaient catégoriques sur ce point. On leur a dit qu'on était quasiment sûr que c'était le sien, mais ils n'ont pas hésité une seconde. Ils connaissaient son sac et ça, ce n'était pas celui d'Amanda. On a immédiatement informé les médias pour tenter de découvrir à qui il appartenait. Les enquêteurs ont interrogé le chauffeur de taxi qui a trouvé le sac et qui avait parlé juste avant avec sa propriétaire. La jeune femme ressemblerait beaucoup à Amanda Carter et la police souhaiterait lui parler de toute urgence. On a envisagé différents scénarios.
Soit elle avait pris le sac de quelqu'un d'autre en quittant le Hope and Anchor et cette autre personne était en possession du sac d'Amanda, mais si c'était le cas, elle n'était pas venue rapporter le sac. Soit Amanda n'était pas sur les marches de la compagnie d'assurance cette nuit-là, et il s'agissait d'une autre personne. Mais dans ce cas, qui était-ce? Et où était allée Amanda après avoir quitté le Hope and Anchor? Si, comme le prétendent formellement les parents d'Amanda, le sac à main retrouvé dans le coffre du taxi ne lui appartient pas, l'affaire prend une toute autre tournure et se complique. Debbie, la sœur de la disparue, semblait jusqu'à présent avoir tout oublié de la soirée fatale. Puis, peu à peu, ses souvenirs refont surface, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de fournir aux enquêteurs de précieuses informations. Debbie s'est souvenu qu'elles avaient quitté le bar tôt le matin du 27, en compagnie de 2 hommes. Elles ont accompagné ces 2 inconnus jusqu'au Macquarie Street. On pense qu'elles marchaient séparément. Amanda avec l'un des 2 hommes et Debbie avec l'autre. Elle se souvient qu'au moment où ils sont arrivés au niveau du centre commercial, ils se sont séparés et d'après elle, Amanda s'apprêtait à prendre un taxi pour rentrer chez elle. Il était indispensable d'identifier ces 2 hommes, parce qu'Amanda avait pu partir avec l'un d'entre eux, et il était peut-être responsable de sa disparition. On a eu différentes descriptions, mais on sait qu'ils avaient dans la vingtaine et que l'un d'entre eux était barbu. D'une certaine façon, on a eu de la chance, parce que l'un des 2 avait une barbe rousse. Alors on s'est immédiatement adressé aux médias pour diffuser un portrait robot de ces hommes. D'après ce qu'on savait, elle pouvait très bien être partie avec ces hommes et ne jamais être allée à la station de taxi. Ou alors, elle pouvait être allée jusqu'à la station de taxi avant de décider de repartir avec l'un de ces hommes. Et elle était peut-être encore avec eux. Il s'agit peut-être de l'homme qu'Amanda attendait à la station de taxi, mais comme la propriétaire du sac à main, l'homme barbu ne se manifeste pas. Hier soir, le Standard de la police a été assailli par des appels suite à la déclaration du procureur général Brian Miller. Il a annoncé qu'une récompense de 10 000 € serait offerte pour la moindre information sur Amanda Carter. D'étranges rumeurs commencent à circuler. Amanda apparaît soudain aux 4 coins du pays. On nous a dit qu'elle était peut-être partie à Cairns avec un ex-petit ami. Certains disaient que c'était une droguée. D'autres nous ont dit qu'elle était à Swansea, sur la côte est de la Tasmanie, dans un camion de transport de bois. Elle serait partie dans le Queensland avec des motards. On a eu des tas d'appels nous disant où se trouvait Amanda. Et même si ce n'était que des informations farfelues, il fallait tout explorer et dans un sens, on était à chaque fois soulagé de ne rien trouver. Le père d'Amanda, Don Carter, est désespéré. Si vous savez quelque chose ou que vous avez vu la moindre chose inhabituelle ce soir-là, n'hésitez surtout pas à appeler la police. Vous avez des informations? Après 6 jours d'enquête, on a reçu un appel anonyme disant que 3 criminels avaient quitté l'État le jour de la disparition d'Amanda. Ce témoin nous disait qu'Amanda était partie avec eux et que les hommes en question étaient en liberté conditionnelle et qu'ils ne s'étaient pas présentés chez leur contrôleur judiciaire le lundi suivant. On s'est dit qu'il y avait de grandes chances pour qu'elle soit partie avec eux ou qu'elle ait été enlevée. Amanda Carter est portée disparue depuis plus d'1 semaine. La police pense qu'elle a pu se faire enlever par 3 fugitifs qui viennent de quitter l'État. On a reçu un appel de la police de Mackay dans le Queensland du Nord, nous disant que les 3 hommes avaient été retrouvés au volant d'une voiture volée et qu'ils avaient été placés en garde à vue. Alors je suis allé dans le Queensland et après les avoir tous interrogés, j'ai été soulagé d'apprendre qu'ils n'avaient aucun lien avec la disparition de la jeune femme. Ils ont même admis avoir commis un délit ce soir-là.
Quand ils ont appris pour la disparition d'Amanda, ils ont eu peur d'être accusés. Encore une piste qui se termine dans une impasse. Et la police n'a toujours pas plus d'éléments sur Amanda et les deux hommes qui l'accompagnaient à la sortie du bar. Les deux hommes mystérieux restaient la principale piste de notre enquête. Il fallait absolument qu'on les identifie. Mais c'était impossible. C'était quand même bizarre qu'un homme roux et barbu ait pu passer inaperçu. C'étaient des témoins importants parce qu'il s'agissait des deux dernières personnes à avoir vu Amanda et Debbie après avoir quitté l'hôtel. Et ça nous inquiétait parce que s'ils n'avaient rien à cacher, pourquoi ne venaient-ils pas se présenter? La piste des trois fugitifs ayant abouti à une impasse, les policiers approfondissent leurs premières hypothèses. Soit Amanda a disparu en compagnie de l'homme barbu dont elle a fait la connaissance dans le bar Hop & Encore. Soit elle est montée à bord du taxi jaune dont le chauffeur a été identifié. Dans l'espoir de découvrir des indices qui confirmeraient cette version des faits, les enquêteurs passent au peigne fin l'intérieur du véhicule. Le taxi a été examiné dans le cadre de cette disparition. On a recherché des preuves de la présence d'Amanda Carter dans le véhicule. J'ai travaillé sur une canette de soda à la recherche de salive parce qu'elle était vide et quelqu'un avait forcément bu dedans. Il y avait aussi un plaid écossais dans le coffre et on a recherché des cheveux ou des éléments qui pouvaient nous donner une piste sur la jeune femme. Sur la roue arrière droite, il y avait comme un bout de roseau. On n'a rien trouvé qui puisse lier Amanda Carter à ce taxi. Mais au milieu de la banquette arrière, les experts de la police scientifique ont remarqué une tache. Et quand on leur a demandé ce que c'était, ils nous ont répondu que c'était du sperme. On en a donc déduit que soit un homme s'était masturbé sur la banquette arrière, soit qu'il y avait eu un rapport sexuel. Les scientifiques nous ont dit que les taches étaient récentes, parce qu'il y a beaucoup de passages dans un taxi, et les taches auraient fini par disparaître. Il nous fallait des explications. On a interrogé Hyland à ce sujet. On lui a demandé s'il avait eu des rapports sexuels ou s'il s'était masturbé sur la banquette arrière, mais il a dit non. Il nous a dit qu'il était le seul à conduire ce taxi. Il y avait donc de grandes chances pour que ce soit lui. Il fallait donc qu'on obtienne son groupe sanguin. On lui a demandé de nous fournir un échantillon de sang, mais il a refusé, chose qu'il avait le droit de faire. Cette tâche et le manque de coopération d'Hyland éveillent des soupçons. Mais Hyland a un alibi. Tôt le dimanche matin, il conduisait une dernière cliente à Windermere. On a retrouvé la cliente et elle nous a confirmé avoir pris un taxi similaire à celui d'Hyland et dont la description du chauffeur correspondait parfaitement. Cela innocentait et il fallait qu'on trouve d'autres pistes. Un nouveau portrait robot a été diffusé par la police dans l'espoir que cet homme puisse apporter des précisions aux déclarations de Debbie. Après plus d'une semaine de recherche, la police se dit frustrée et complètement dépassée par cette disparition. L'attention des enquêteurs se tourne une nouvelle fois vers Debbie, la petite sœur d'Amanda. Debbie était traumatisée. Bien sûr, ce n'était pas sa faute, mais elle s'en voulait. Si elles étaient restées ensemble, sa sœur serait encore là. C'était très frustrant de ne pouvoir obtenir plus d'informations de Debbie. Dans une tentative désespérée, la police demande à Debbie de se faire hypnotiser. On travaillait énormément. On faisait des journées de 17 ou 18 heures et l'hypnothérapeute parlait d'une voix très monocorde. Les seuls souvenirs qu'on a sont les miens parce que Blue s'est endormi. Mais ça valait la peine d'essayer. On n'a pas obtenu grand-chose, mais il fallait le faire. Et au point où on en était, on n'avait rien à perdre. On s'est dit que la moindre petite chose pouvait nous aider, mais on n'a rien obtenu. 2 semaines après la disparition d'Amanda, l'enquête est dans l'impasse. La publication dans la presse de plusieurs portraits robots, les appels à témoins, les interrogateurs du chauffeur de taxi et de la sœur d'Amanda sous hypnose ont échoué. Alors que les chances de réussite s'éloignent, un appel téléphonique providentiel
ouvre enfin aux policiers de nouvelles perspectives. Un jeune homme de Tulloch sur la côte ouest de la Tasmanie est tombé sur un journal de la semaine précédente avec le portrait robot sur lequel il s'est reconnu. Il a contacté la police et il s'est avéré que c'était notre homme. Ça a été un énorme progrès pour nous quand les deux hommes sont venus et nous ont dit qu'ils étaient ceux que l'on cherchait. Il s'agissait de Stanley Hibbins et Lester Galbot. L'un des deux était roux et barbu et c'est ce qui leur a fait penser qu'ils étaient ceux que l'on cherchait. Les deux hommes disent avoir quitté Hobart le dimanche et ne rien savoir sur la disparition d'Amanda. Les deux hommes se souvenaient de tout ce qui s'était passé. Et ils ont dit qu'ils étaient allés au Hope and Anchor, où ils avaient rencontré Debbie et Amanda Carter. Ils leur ont parlé et sont repartis avec elles. Vers 2h30, ils ont remonté Macquarie Street. Lester Galbot nous a dit qu'il était avec Debbie et Stanley Hibbins avec Amanda. Stanley a décidé de passer un coup de fil à ses parents à Victoria. Il a laissé Amanda pour passer son coup de fil et dit avoir parlé 15 minutes avec sa mère. Mais quand il a eu terminé, la jeune femme était partie. On est allé à Victoria pour parler à ses parents et on a vérifié qu'ils avaient bien reçu un appel au milieu de la nuit. Lester Galbot a pu nous en apprendre davantage parce qu'avant de quitter la poste, il a parlé à Amanda. Il l'a aperçue de l'autre côté de la rue et à ce moment-là, elle attendait un taxi pour rentrer. Et ça venait compléter ce qu'on savait déjà. On pouvait enfin affirmer que la jeune femme assise sur les marches de la compagnie d'assurance située en face de la poste était bien Amanda. On avait donc 1 heure et on connaissait ses intentions. Ça nous a permis d'orienter notre enquête dans une direction et c'était notre première intuition. Elle avait probablement pris un taxi. Une fois les deux jeunes gens innocentés, les policiers concentrent leurs efforts sur la seule certitude qui leur reste. Vers 3 heures du matin, Amanda attendait seule un taxi pour rentrer chez elle. Cette piste va-t-elle permettre d'élucider le mystère de sa disparition? Les indices biologiques prélevés sur le siège arrière de la voiture seront-ils exploitables? Amanda Carter fête son 22e anniversaire quand elle décide de quitter sa sœur et les 2 garçons qui les accompagnent pour prendre un taxi vers 3 heures du matin. De nombreux chauffeurs de taxi ont remarqué une femme correspondant à sa description près de la station de taxi. Certains pensent qu'elle est montée dans le taxi de Wayne Highland. On savait qu'Highland avait déjà été arrêté pour agression, vol, cambriolage, mais rien de très sérieux. Il est ce que j'appellerais un petit escroc, un sale type, quelqu'un de vraiment très arrogant. Mais la police n'a rien qui permette de lier Highland à la disparition d'Amanda, hormis une tache sur la banquette arrière de son taxi qui est sur le point de dévoiler ses secrets. Il y avait des chances pour que ces traces soient le résultat d'une masturbation. Dans ce cas, on aurait uniquement trouvé du sperme. Mais il y avait aussi des sécrétions vaginales, ce qui voulait dire qu'on avait une tache à double composition. Les experts pensaient qu'il y avait 2 groupes sanguins dans cette tache. Et ils appartenaient à un homme et à une femme. On en a conclu qu'un homme et une femme avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de ce taxi. À ce moment-là, on avait les 2 échantillons prélevés dans le taxi, mais on ne savait pas où était Amanda. On n'avait pas de corps, donc rien pour faire des comparaisons. Les traces de fluide découvertes sur la banquette arrière du taxi prouvent qu'un homme et une femme y ont eu des relations sexuelles. Pour savoir si le chauffeur est impliqué, la police lui demande de fournir un échantillon de sang. Mais Wayne Highland refuse catégoriquement de coopérer. Intrigués, les policiers décident de l'interroger une nouvelle fois, de manière
plus musclé. Pendant 4 ou 5 heures, on l'a interrogé, menacé, raisonné. On lui a parlé de tous les éléments qui le désignaient comme suspect. Mais il a nié catégoriquement et disait ne rien savoir sur la disparition d'Amanda. Il nous a soutenu qu'il n'avait pas emmené Amanda Carter et qu'elle n'était jamais montée dans son taxi. Mais il n'avait aucune explication pour les taches sur la banquette arrière de la voiture. Quand on lui a demandé comment des taches de sperme auraient pu apparaître sur la banquette du véhicule qu'il était le seul à conduire, il a répondu qu'il n'en avait aucune idée. On lui a demandé s'il avait prêté sa voiture à quelqu'un, si une autre personne avait pu la conduire, ce genre de questions. Il a eu l'opportunité de nous dire « Oui, je l'ai prêté à quelqu'un, mais je ne me souviens plus de son nom. C'était un homme qui voulait la louer pour un couple. » Mais il n'a rien dit de tout ça. Il répondait à toutes nos questions. Il avait une réponse pour chacune de nos interrogations. Je savais qu'il mentait, mais on n'avait rien pour le prouver. Il nous a dit tout ce qu'il pouvait nous dire. Il ne nous a rien dit de plus que ce qu'on savait déjà. J'étais convaincu au plus profond de moi-même qu'il était responsable de la disparition d'Amanda Carter. La police épluche tous les déplacements d'Hyland à partir du moment où il a emmené sa cliente à Windermere, jusqu'à ce qu'il ramasse le sac marron sur les marches où Amanda Carter était assise. Il nous a dit qu'après avoir terminé sa journée de travail, il était remonté dans sa voiture pour aller dormir sur la plage de Windermere. Mais personne ne peut confirmer ces dires. En revanche, des témoins l'ont vu à la station-service. 2 autres chauffeurs de taxi ont vu Gerald Wayne Hyland, mieux connu sous le nom de Wayne Hyland ou Fatty Wayne, à la station-service et qu'il avait l'air nerveux. Quand l'un des chauffeurs de taxi lui a demandé ce qui n'allait pas, il lui a dit d'aller se faire voir. Il est environ 3h30 du matin. Et la station-service ne se trouve qu'à quelques minutes de l'endroit où Amanda Carter a été vue pour la dernière fois. C'était un suspect des plus sérieux. Et puis, le 11 septembre, en fin d'après-midi, j'ai reçu un appel me disant qu'un corps avait été retrouvé. C'était le corps d'une jeune femme et j'ai immédiatement pensé que c'était celui d'Amanda Carter. Le corps a été retrouvé par des pêcheurs hier en fin de journée au bout d'une route sans issue. Riverside Drive longe la rivière Derwent et le corps se trouvait près de Bridgewater, à environ 20 km du bureau de poste d'Hobart, où Amanda Carter a été vue pour la dernière fois il y a 45 jours. Le corps était face contre terre et il est impossible qu'il ait atteint cette zone par la rivière, ce qui veut dire que quelqu'un l'a amené jusqu'ici. Le niveau de la rivière était bas et le corps était au sec. Elle avait les mains en l'air et la tête penchée de cette façon, comme si quelqu'un l'avait traînée par terre. Elle était à moitié déshabillée, ce qui indiquait qu'il y avait peut-être eu agression sexuelle. Aux premières lueurs du jour, les experts de la police scientifique commencent une enquête approfondie. La police doit attendre la marée haute pour ramener le corps. Le corps a été placé dans l'ambulance et conduit à la morgue du Royal Albert Hospital. Un ami de la famille est venu pour l'identification. Et il a dit que c'était bien Amanda Carter. On a reçu le rapport du médecin légiste et elle avait une blessure à la bouche, ce qui veut dire qu'elle avait reçu un coup de poing au visage. Elle a probablement été assommée. Il y avait aussi des marques de strangulation. Mais la strangulation n'est pas la cause de la mort. Amanda Carter s'est noyée. En respirant sous l'eau, elle a inhalé des organismes appelés diatomées qui ont été retrouvés au cours de l'autopsie. Mais est-ce un accident ou un meurtre? Étant donné la position de ses mains, je pense que quelqu'un lui a maintenu la tête sous l'eau de force. Mais qui a pu l'emmener jusqu'ici? Comme pour toutes les affaires de meurtre, le médecin légiste procède à un prélèvement vaginal. On a retrouvé des traces de sperme. La plus grosse concentration était dans la partie supérieure du vagin.
Et ce n'est pas surprenant, parce qu'elle était sur le ventre, et les mouvements de l'eau n'ont pas pu atteindre cette partie qui était protégée par des poches d'air. Et c'est pour cette raison qu'on a pu obtenir ces preuves. Parvenu à ce point de notre récit, sachez que 2 dates sont importantes dans l'histoire médico-légale. En 1901, un médecin allemand réussit à prouver que les albumines de chaque sorte de sang sont différentes. Il devient dès lors possible de différencier sans risque d'erreur sang humain et sang animal, et de confondre maintenant les suspects qui prétendent que les taches de sang retrouvées sur leurs vêtements proviennent d'un poulet ou d'un lapin et non d'une victime humaine. En 1986, l'analyse de l'empreinte génétique, découverte 1 an plus tôt par le professeur Alex Jeffreys, est appliquée pour la première fois à une affaire criminelle. Pour élucider un double meurtre, la police anglaise prélève des échantillons d'ADN auprès de 3600 hommes dépourvus d'alibi et parvient à confondre le coupable. Dans le cas qui nous intéresse, bien antérieur à la découverte de l'ADN, l'analyse du sperme retrouvé sur le cadavre d'Amanda est de peu d'utilité. C'est pourquoi les enquêteurs doivent recourir aux anciennes méthodes pour trouver les preuves pouvant relier Wayne Island à la scène de crime. Essayez de savoir si quelqu'un a été vu dans cette zone, si une voiture a circulé ici ce soir-là. Trouvez-moi tous les pêcheurs qui viennent régulièrement ici, parce que c'est forcément quelqu'un qui connaît la région. On a parlé aux habitants des environs qui nous ont dit qu'ils avaient vu 2 voitures sur Riverside Drive. Et certains nous ont parlé d'un taxi. On nous a dit qu'un chauffeur de taxi avait été vu le long de cette route. Et d'après notre témoin, ce chauffeur avait une tête de porc. Et je trouve que cette description convenait parfaitement à Highland. Quand Amanda Carter a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 26 au 27 juillet, elle disait à ses amis qu'elle allait prendre un taxi pour rentrer chez elle. On sait au moins dans quelle direction son agresseur l'a emmenée. On sait sans aucun doute qu'il l'a conduite jusqu'à cet endroit. On a également beaucoup étudié la voiture d'Highland. On a retrouvé de la terre au niveau des roues, et on pouvait dire que c'était le genre de terre rouge qu'on trouve dans cette zone. Mais ça ne voulait pas dire que c'était la même. Et l'herbe était la même que celle retrouvée dans la région de Bridgewater. Mais on ne pouvait pas affirmer que cette terre ou cette herbe provenait de cet endroit précis, au nord de Riverside Drive. C'était frustrant parce qu'on voulait vraiment résoudre cette affaire grâce aux preuves scientifiques. On savait qu'elle pouvait nous apprendre quelque chose. On pensait trouver quelque chose sur cette scène de crime, un lien avec Highland, mais on n'a rien trouvé. Les seules preuves qu'on avait, c'était des témoins qui avaient vu un taxi venir et repartir et dont la description du chauffeur correspondait à celle d'Highland. Les enquêteurs décident de l'interroger à nouveau. Mais cette fois, ils le conduisent sur la scène de crime. Il a accepté de venir et il était très coopératif. Et on a décidé de l'emmener de nuit pour le prendre au dépourvu. On lui a parlé et il nous a dit qu'il était déjà venu ici. Il nous a dit qu'il venait souvent y pêcher et qu'il passait régulièrement dans cette zone avec son taxi. Ce qui était cohérent, parce que c'est le genre d'endroit où on peut aussi bien venir pêcher que ramener des clients. Mais il nous a soutenu qu'il n'était pas venu à cet endroit la nuit en question, qu'il n'avait pas emmené Amanda Carter et qu'il n'avait rien de plus à ajouter que ce qu'il nous avait dit lors des 2 autres interrogatoires. Il nous manquait des éléments importants. Je le savais et je crois qu'il le savait. Et c'est pour ça qu'il n'en disait pas trop. Il n'a pas bougé. Il nous a dit « prouvez-le, et si vous pensez que je suis coupable, arrêtez-moi ». Il a commencé à nous dire qu'on le harcelait et c'était pour ainsi dire le cas, mais je ne dirais pas que c'était du harcèlement. On menait une enquête et il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Je me souviens lui avoir dit qu'il ferait mieux de s'y habituer parce qu'il y aurait d'autres interrogatoires. On lui a bien fait comprendre que tous les enquêteurs étaient d'accord sur le fait qu'il était responsable de la mort d'Amanda Carter. Après 8 mois d'enquête, la police se concentre principalement sur les traces de sperme retrouvées sur la banquette arrière du taxi.
L'analyse de la substance prélevée sur la banquette arrière a dévoilé la présence de 2 groupes sanguins différents. L'un du groupe A et l'autre du groupe B. Mais il était difficile de savoir lequel appartenait à l'homme et lequel appartenait à la femme. D'après l'autopsie, Amanda Carter est de groupe sanguin A. Mais les globules rouges ont été endommagés et les résultats sont faussés. Afin de déterminer si Amanda Carter était bien de groupe A, on s'est intéressé au groupe sanguin de la famille. Et on a pu en conclure, avec une forte probabilité, qu'elle était bien de groupe A. Les sécrétions vaginales retrouvées sur la banquette arrière pourraient donc appartenir à Amanda. Mais le sang de Wayne Hyland est-il de groupe B? Le problème, c'est qu'Hyland n'a jamais voulu nous donner un échantillon de son sang. On a donc demandé à Presser s'il y avait un moyen de le piéger et d'obtenir son groupe sanguin. C'est là qu'il nous a parlé de la salive qu'on pouvait récupérer sur les mégots de cigarettes. Je lui ai proposé une cigarette de mon paquet et j'ai attendu de voir ce qu'il allait faire du mégot. J'ai récupéré le mégot que j'ai mis dans un sachet en plastique et à partir de là, l'équipe scientifique a pu déterminer son groupe sanguin. Et la conclusion était que son groupe sanguin correspondait à l'un des 2 échantillons prélevés dans la voiture. La ruse employée par le policier pour subtiliser une trace de salive à Wayne Hyland confirme une intuition. Son sang appartient au même groupe que celui de l'homme qui a eu une relation sexuelle avec Amanda à l'arrière de son taxi. Mais cette indication est trop vague pour fournir une preuve recevable devant une cour de justice. De la même manière, les experts ne peuvent pas établir avec certitude qu'Amanda ait été la passagère du taxi. Je ne pouvais pas prouver au juge qu'Amanda s'était trouvée dans ce taxi. L'enquête judiciaire ne peut conclure qu'à une seule chose, la jeune femme de 22 ans a été noyée par un inconnu. On a placé les prélèvements au congélateur et on s'est remis au travail pour tenter de trouver la preuve qui pouvait nous donner raison. On était vraiment découragés. On n'avait pas pu résoudre l'enquête. On connaissait tous assez bien la famille et on leur disait constamment qu'on y arriverait. On savait qui avait commis le crime et on était persuadé de pouvoir résoudre l'enquête. Mais à ce moment-là, on n'avait rien résolu du tout. Il faudra 12 ans pour que les choses évoluent. Le commissaire Prince et son adversaire vont une nouvelle fois s'affronter. Après avoir passé la soirée dans un bar pour fêter son anniversaire, Amanda Carter n'est jamais rentrée chez elle. 6 semaines plus tard, son corps est retrouvé sur les berges de la rivière Went. La police n'a aucun doute. Wayne Hyland est responsable de sa mort. Les taches retrouvées sur la banquette arrière de son taxi suggèrent qu'Amanda est montée dedans, mais rien ne permet de le prouver avec certitude. On s'est toujours dit qu'un jour, grâce à l'avancée des techniques d'analyse, on pourrait découvrir plus que les groupes sanguins. Aussi qu'Hyland finirait par faire une erreur ou que quelqu'un le dénoncerait. Et ce vœu va bientôt être exaucé. Une dizaine d'années après le meurtre d'Amanda Carter, les sciences médico-légales connaissent une révolution. On a découvert ce qui s'appelle l'ADN, et la police britannique l'avait utilisé dans des affaires criminelles. Ça vous donne bien plus qu'un groupe sanguin. C'est une sorte d'empreinte génétique. C'était très excitant pour nous parce qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être nous apprendre à qui appartenaient les sécrétions qu'on détenait. Les prélèvements effectués sur la tache et le sang d'Amanda Carter sont extraits du congélateur et transmis à un expert travaillant à Melbourne pour des tests approfondis. Pourra-t-il enfin résoudre cette affaire? Les résultats qu'il a obtenus ont démontré qu'Amanda Carter avait bel et bien été dans cette voiture. La probabilité pour que ce ne soit pas elle était de 1 sur 1 milliard. Statistiquement parlant, il y avait une très forte probabilité pour que ce soit son ADN sur la banquette arrière. En d'autres termes, on savait qu'elle était montée dans ce taxi. C'était extraordinaire.
Après toutes ces années, on tenait peut-être notre homme. Il est désormais temps pour eux de retrouver leur principal suspect, parti à Melbourne. Hyland croit d'abord que la police locale souhaite l'interroger sur une affaire d'escroquerie dans laquelle il est impliqué, jusqu'à ce que le commissaire Prince entre dans la pièce. Quand il nous a vus, il est devenu très pâle et il s'est mis à trembler. Alors je lui ai demandé s'il se souvenait de moi. Comme vous le savez, je suis le commissaire Prince. Je vous présente l'inspecteur Bolland. Alors, vous avez été promu? Plusieurs fois, oui. Après ça, on a échangé quelques banalités et je l'ai une nouvelle fois informé des accusations dont il faisait l'objet. Vous avez eu des rapports sexuels sur la banquette arrière de votre taxi? Ce jour-là, j'en sais rien. À quelques jours près? J'en ai aucune idée. Vous vous êtes déjà masturbé à l'arrière de votre taxi, celui que vous aviez en 1980? Je m'en souviens pas. Vous auriez pu? Peut-être, je sais pas. Ça fait longtemps, j'en ai aucune idée. La plupart des gens savent s'ils se sont déjà masturbés dans leur voiture, non? Je me souviens vraiment pas. Avez-vous agressé Amanda Carter? Non, Avez-vous tué Amanda Carter? non. Les preuves scientifiques sont mises en avant. Les analyses scientifiques montrent que la tache retrouvée à l'arrière de votre taxi contenait un mélange de sperme et de fluide vaginal. Ces tests indiquent également qu'une partie de cette substance correspond à ce qu'on appelle le profil ADN d'Amanda Carter. Vous avez une explication? Non. Êtes-vous sûr que vous n'avez jamais eu de rapport sexuel avec Amanda Carter sur la banquette arrière de votre taxi? Oui. Seriez-vous prêt à nous fournir un échantillon de votre sang pour des analyses? On m'a posé cette même question il y a 10 ans, et on m'avait dit de ne pas le faire. Alors pourquoi je le ferais maintenant? Je dois voir un avocat avant de vous donner quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire à propos de cette enquête? J'en ai marre de tout ça. Vous m'avez jamais lâché, vous m'avez toujours traqué, et j'ai l'impression que vous allez remettre ça. Alors je vous le répète, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais rien sur sa disparition ou sur sa mort, ou sur quoi que ce soit. Je comprends votre position, mais je ne vois pas pourquoi vous vous acharnez sur moi. Je crois qu'il avait compris que l'enquête avait progressé. Je suppose qu'il s'imaginait qu'après 13 années passées dans 2 États différents, il serait un homme libre. Il pensait que la police ne le poursuivrait plus et qu'il était parti suffisamment loin. Mais il s'était trompé. À la fin de la journée, on l'a inculpé et ramené en Tasmanie. J'ai appelé Don Carter pour lui dire et la famille était soulagée d'apprendre qu'il avait enfin été arrêté après tant d'années. Une fois Hyland sous les verrous, la police obtient du juge l'autorisation de réaliser sur lui un test sanguin. Le résultat est sans surprise, son empreinte ADN est identique à celle de l'échantillon de sperme prélevé sur la banquette de son taxi et congelé, je le rappelle, 12 ans plus tôt. Il aura fallu 13 ans pour parvenir à l'inculper. Gerald Wayne Hyland a plaidé non coupable pour le meurtre d'Amanda Carter, disparue le 27 juillet 1980. Le procureur Damien Bugg a informé le jury que l'affaire reposerait sur des analyses ADN beaucoup plus précises que celles effectuées à l'époque du crime. Le procès a commencé cette semaine, mais aujourd'hui, les choses prennent une tournure inattendue. Après 3 jours de procès, Damien Bugg m'a appelé pour me dire que j'avais fini par le coincer. Et quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit que la défense était venue le voir pour lui proposer de plaider coupable pour homicide involontaire. L'acte d'accusation a été lu une nouvelle fois, et après 3 jours de procès, Hyland nie toute préméditation dans le meurtre d'Amanda Carter, mais plaide coupable pour homicide involontaire. Le procureur Damien Bugg a déclaré à la cour qu'Hyland avait tenté de déshabiller Mademoiselle Carter à l'arrière de son taxi alors qu'elle était endormie. D'après l'accusation, Hyland s'était rendu à la station de taxi. Amanda était assise sur les marches, elle est montée dans son taxi et elle s'est endormie.
Il est sorti du taxi pour aller chercher son sac qu'elle avait laissé sur les marches. Il s'est dirigé vers le nord d'Hobart où il a été vu par un autre chauffeur de taxi à la station-service. Et puis, il a repris la route en direction de Bridgewater et s'est arrêté sur Riverside Drive. Une fois là-bas, il l'a violée sur la banquette arrière de son taxi. Après ça, il a tenté de l'étrangler et lui a probablement maintenu la tête sous l'eau. Amanda Carter a fini par mourir noyée et Hyland a reconnu les faits. Wayne Hyland est condamné à 6 ans de prison pour viol et 10 ans pour homicide involontaire. Quand on se retrouve impliqué dans une affaire comme celle-ci, ça devient quelque chose de personnel. Ça fait partie de vous. Et c'était une grande satisfaction pour nous d'avoir enfin notre homme. Je me suis entretenu avec mademoiselle Carter. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un grand soulagement pour elle, mais elle n'a pas voulu s'exprimer devant les médias. Néanmoins, je suis sûr que c'est une grande satisfaction pour toute la famille de voir cette affaire enfin close. Malheureusement, Don Carter est mort juste avant le procès et il n'a jamais su qu'Hyland avait été condamné pour meurtre. Et c'est bien dommage. Mais pour tous ceux qui avaient travaillé dur pour résoudre cette enquête, c'était une grande satisfaction parce qu'on savait qu'on avait respecté nos engagements envers la famille. Mais en 2001, après 8 ans de réclusion pour le viol et le meurtre d'Amanda Carter, Gerald Wayne Hyland obtient sa remise en liberté conditionnelle après avoir effectué seulement la moitié de sa peine. Face à l'indignation de la famille de la jeune femme, et de la population d'ailleurs, la décision est suspendue. Les mois de protestation des familles de victimes ont porté leurs fruits. La loi sur les conditions de remise en liberté conditionnelle a été changée. Mais il est trop tard en ce qui concerne Hyland, puisque les nouvelles conditions plus restrictives ne s'appliquent pas aux anciennes condamnations. Il est quand même libéré. Je trouve que 8 ans de prison pour avoir pris la vie d'une personne, c'est vraiment dérisoire. Aujourd'hui, il est en liberté, mais Amanda, elle, est morte. Cependant, le ministère de la Justice de Tasmanie décide de jouer la transparence et publie le communiqué suivant. Monsieur Hyland, un homme intelligent et plein de ressources, a eu une attitude positive durant sa détention. Il a travaillé dur et s'est montré poli et bien élevé. Mais il n'a témoigné aucun remords par rapport à son crime et aucune compassion pour sa victime. Je vous laisse le soin d'apprécier ce commentaire. Merci de nous être fidèles. Rendez-vous bientôt sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible. À Philadelphie, on retrouve la voiture d'une femme abandonnée sur le bas-côté d'une autoroute très fréquentée. Son moteur tourne encore, mais la conductrice a disparu. La police découvre bien quelques indices. Mais les preuves médico-légales seront-elles suffisantes pour résoudre le mystère? En 1999, la femme d'un pasteur est retrouvée morte dans sa baignoire pleine d'eau, chez elle, dans l'État du Dakota du Sud. Sa mystérieuse lettre d'adieu intrigue la police. S'est-elle, oui ou non, suicidée? C'est à la police médico-légale de fournir les réponses. Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Nous nous sommes interrogés un jour ou l'autre sur notre destin. Pourquoi la vie nous réserve-t-elle bonheur ou chagrin? Pourquoi un malheur ou une maladie frappe-t-il les uns et épargne-t-il les autres? Pourquoi la mort vient-elle parfois cueillir des personnes jeunes et innocentes? Nous n'avons malheureusement aucune réponse satisfaisante à apporter à ces questions. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant ne contribuera pas, je le crains, à éclaircir ce mystère. La route 476 est l'une des autoroutes qui relie Philadelphie à sa banlieue. Des centaines de milliers de personnes l'empruntent chaque jour.
Le 20 juin 1996, à 2 heures du matin, une ambulance qui finit son service remarque une voiture abandonnée le long de la sortie de la 476. Le moteur tourne encore. Les lumières et l'autoradio sont allumées. La portière du conducteur est ouverte, mais personne à l'intérieur. On a retrouvé un démonte-pneu devant la voiture. J'ai repéré une petite flaque de sang et une pierre maculée de sang devant la voiture et il y avait aussi du sang sur la glissière de sécurité. On a fait analyser le sang retrouvé devant la voiture. Cela nous a permis de comprendre que visiblement, quelqu'un avait été allongé sur le sol à cet endroit pendant un bref moment. La scène du crime nous révèle que cette personne a été attaquée violemment et très rapidement. Elle a donc été frappée par surprise et avec une grande violence avant d'être extraite du site tout aussi rapidement. Cette personne n'est pas restée longtemps dans les parages. Les policiers retrouvent une empreinte de pneu près de la voiture et la photographie pour la faire analyser. Un expert en criminalistique réalise ensuite un moulage de cette empreinte et l'envoie au laboratoire de police scientifique de l'État. La voiture est immatriculée au nom de Gail Willard. Mais ce soir-là, c'est sa fille qui la conduisait, Amy Willard, 22 ans, championne de football et de crosse à l'Université de Virginie. Amy passait l'été à la maison avec sa famille qui habite à quelques kilomètres seulement de l'endroit où la voiture a été retrouvée. Amy avait dit à sa mère qu'elle allait au Smoky Joe's Bar. Et d'après ses amis, Amy a quitté le bar seule à 1h30 du matin. Elle n'avait jamais été chez Smoky Joe's auparavant. Quand elle revenait à la maison, elle sortait rarement et ne voyait pas beaucoup de monde, car on n'avait pas beaucoup de temps à passer ensemble. Généralement, elle restait dans le coin, on discutait, ce genre de choses. En raison de l'état du véhicule, la police pense qu'Amy a peut-être été victime d'un carjacking. Sur le pare-choc arrière, il y avait une abrasion qui n'était pas là quand Amy a pris la voiture. Je l'ai remarqué car c'était ma voiture et je la connaissais par cœur. Donc je l'ai signalé à la police. C'est peut-être ici, à ce feu, qu'elle s'apprêtait à prendre la sortie vers la bretelle de la route 1. Il y a un feu juste là. Je pense que c'est à cet endroit qu'il lui est rentré dedans. Elle s'est immédiatement rangée sur le côté et elle a dû sortir de la voiture pour établir un constat. Le lendemain matin, à environ 800 mètres de l'endroit où la voiture d'Amy avait été abandonnée, la police retrouve une petite culotte et une paire de baskets. Ils m'ont demandé de les identifier. C'était bien ses baskets et son slip. Aucun doute là-dessus. La culotte n'était pas tachée de boue. Elle n'était pas mouillée non plus. Elle était sèche, tout comme les chaussures. Je me suis dit qu'on avait dû rapporter ces objets ici après la pluie, ce qui impliquerait qu'on les ait déposés après que nous ayons retrouvé la voiture. Cela indique que le ravisseur serait revenu sur le lieu du crime pour y déposer ses objets. Les inspecteurs ont visionné les cassettes de vidéosurveillance des magasins et des distributeurs d'argent situés à proximité du Smoky Joe's Bar. Mais Amy ne s'y était pas arrêtée. Puis, une piste inattendue tombe entre les mains des enquêteurs. La voiture d'Amy Willard a été retrouvée abandonnée sur la bretelle de sortie de Marple Township. Suite à la disparition d'Amy Willard, la police s'adresse à la communauté et lance un appel à témoins pour obtenir des informations. Parmi les témoins, Andrew Kobach, 23 ans, déclare qu'il roulait sur la route 476 la nuit où Amy a disparu. Il a remarqué quelque chose de suspect à proximité de la voiture de la jeune femme. Kobach est déjà connu des services de police. Quelques années plus tôt, il a été accusé de se faire passer pour un agent de police. Selon la police, Kobach faisait retentir une sirène, demandait au conducteur de se ranger sur le côté avant de lui montrer son badge. Un automobiliste l'avait dénoncé, mais il n'avait jamais été inculpé. Kobach est immédiatement considéré comme suspect, car les enquêteurs pensent qu'il aurait pu procéder de la sorte avec Amy Willard.
Il voulait revenir sur les lieux du crime, ce qui colle bien avec le comportement des criminels lorsqu'il y a une enquête. Ils reviennent près des lieux du crime par curiosité ou pour une autre raison. Avant tout, pour voir ce qu'il se passe. Durant les heures qui suivent la disparition d'Amy Willard, les policiers n'ont pas encore perdu tout espoir de la retrouver vivante. Si l'étudiante a été victime d'une tentative de carjacking, si son agresseur l'a blessée et kidnappée, peut-être l'a-t-il abandonnée en rase campagne ou peut-être la détient-il encore dans un endroit isolé. Andrew Kobach, le garçon qui prétend avoir vu quelque chose de suspect à proximité de la voiture d'Amy, pourrait-il être l'auteur de l'agression? Les enquêteurs et les parents de la jeune fille n'ont guère le temps de se nourrir d'illusions. Moins de 24 heures plus tard, des enfants qui jouaient dans un terrain vague au nord de Philadelphie découvrent le corps sans vie d'une jeune femme nue. Moins de 24 heures après la disparition d'Amy Willard, des enfants qui jouaient dans un terrain vague au nord de Philadelphie ont découvert le corps d'une femme nue. Alors je l'ai vue et je me suis mis à courir. Elle avait un logo Nike tatoué sur la cheville. Ses parents l'identifient donc facilement. Ce fut la journée la plus dure, ne pas savoir où elle était. C'était presque un soulagement quand on a retrouvé son corps à Philadelphie. Je pouvais la récupérer. On pourrait retrouver son meurtrier, aider à savoir ce qui lui était arrivé. Personne ne pouvait la ramener à la vie, mais au moins elle était avec nous. L'autopsie révèle que cette femme d'1,57 m pour 54 kg est décédée à la suite de multiples blessures à la tête et au visage, infligées avec un objet contondant. Le médecin légiste estime l'heure de sa mort à 7 h du matin, soit près de 5 heures après son enlèvement. Il ne s'agit pas d'un crime passionnel, et les deux personnes ne se connaissaient pas. Mais quelqu'un était en chasse, l'a traqué, a commis le meurtre, puis est allé ailleurs pour déposer des preuves et essayer de fourvoyer les autorités sur une mauvaise piste. D'après le médecin légiste, Amy a subi une agression sexuelle. Les traces d'ADN relevées lors de l'examen gynécologique sont envoyées pour analyse au laboratoire médico-légal. On possédait l'empreinte génétique de notre meurtrier. Il ne nous restait plus qu'à l'identifier. Le médecin légiste remarque également une marque inhabituelle sur la partie supérieure du corps d'Amy, mais la police n'est pas sûre de ce qui a pu la provoquer. Entre-temps, les experts en criminalistique ont terminé l'analyse de l'empreinte de pneu retrouvée sur la scène du crime. Elle a été faite par un pneu Firestone 440, un pneu de 13 pouces qu'on trouve souvent sur les petites voitures. La voiture d'Andrew Kobach ne possède pas ce genre de pneu et la perquisition menée à son domicile n'aboutit à rien. Kobach est officiellement éliminé de la liste des suspects lorsqu'on apprend que son profil ADN ne correspond pas à celui du sperme prélevé lors de l'examen gynécologique. Sans autre piste, la police perd la trace du tueur. Le principal suspect ayant été disculpé, les enquêteurs sont dans l'impasse. L'identité ADN du violeur et du meurtrier d'Amy ne figure dans aucun fichier. Et il semble par ailleurs que son acte n'ait pas été prémédité. Dans ces conditions, le retrouver reviendrait à isoler une aiguille dans une botte de foin. Par chance, un élément presque anodin va permettre à la police de relancer l'enquête. Un an après la mort d'Amy Willard, Patty Jordan, 19 ans, signale une tentative de carjacking sur la route. Elle déclare à la police qu'elle a été suivie par un homme après avoir quitté une discothèque des environs. Au feu suivant, cette voiture avait mis ses phares et moi non. Et c'est là qu'il a heurté ma voiture. J'ai continué, mais il m'a fait des signes pour me dire de me ranger sur le côté. Je lui faisais des signes, vous avez heurté ma voiture, et il me disait rabattez-vous. Puis le feu est passé au vert et j'ai continué ma route. Mes feux arrière se sont reflétés sur sa plaque d'immatriculation, et c'est comme ça que j'ai vu le numéro. Heureusement,
Patty a mémorisé le numéro de la plaque d'immatriculation. Le véhicule est immatriculé au nom d'Arthur Bomar, un homme de 38 ans. 20 ans plus tôt, en 1978, Bomar avait été accusé de meurtre au second degré dans le Nevada et condamné à perpétuité. De façon inexplicable, il a été libéré sur parole après seulement 11 ans de prison. Je ne comprends vraiment pas la décision de la Commission des libérations conditionnelles de l'État d'où il vient. Laissez-moi vous dire une chose, certaines personnes ne peuvent pas être réformées. Quoi que vous fassiez, elles ne changent pas. Et Arthur Bomar en fait partie. Bomar avait des démêlés avec la justice depuis 20 ans, notamment pour plusieurs agressions sur des jeunes femmes. Ce type déteste vraiment les femmes. Il les méprise. Et il cherche à les punir. Il a besoin de se sentir viril. Il croit qu'il le mérite. C'est sa façon à lui de se sentir mieux. Les enquêteurs apprennent que le jour de la disparition d'Amy Willard, la police de Philadelphie avait arrêté Bomar pour l'interroger sur une affaire sans relation avec celle du meurtre. La police l'avait arrêté à environ 6 blocs de l'endroit où on avait retrouvé le corps. On devait donc absolument l'interroger et tenter de le localiser. La police se rend chez Bomar pour l'interroger sur l'affaire d'Amy Willard, mais ne réussit pas à mettre la main sur lui. La quête du tueur est relancée. Peu de temps après, une autre femme appelle la police pour signaler qu'un homme est en train d'essayer de pénétrer dans son appartement au 3e étage. L'homme est arrêté et déclare s'appeler Peter Thomas Love. Dans sa poche, on retrouve des clés de voiture, les clés d'une Honda. On a retrouvé une Honda dans les environs. Ils ont lancé une recherche sur la plaque. Elle était attribuée à une Ford Escort de 1993 appartenant à Arthur Bomar. La police découvre également que Peter Thomas Love est un faux nom. Il s'agit en fait d'Arthur Bomar. Mais pourquoi la plaque d'immatriculation de Bomar se trouve-t-elle sur une Honda et non pas sur sa Ford Escort de 1993 ? La réponse est simple, c'est une voiture volée. Elle appartient à Maria Cabuenos, une jeune femme de 25 ans portée disparue depuis 3 mois. Maria Cabuenos vivait à Philadelphie et sa famille avait déclaré sa disparition. Un matin, elle ne s'était pas présentée à son travail. Les enquêteurs pensent que Maria Cabuenos a été enlevée sur la route 476, la même autoroute que celle où Amy Willard avait été attaquée. On retrouve des traces de sang séché dans le coffre de la voiture de Maria, celle que Bomar conduisait. Les 2 pare-chocs sont légèrement éraflés, comme sur la voiture d'Amy Willard. Bomar devient immédiatement le suspect numéro 1 dans la disparition de Maria. Maintenant, plus que jamais, la police pense qu'il est également impliqué dans le meurtre d'Amy Willard. Venez à la prison, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Mais c'est injuste de me filmer pour la télé. Je ne suis inculpé de rien. Comme alibi, il avait déclaré se trouver à une fête d'anniversaire et non pas à l'extérieur du bar où Amy était ce soir-là. Il était soi-disant en famille, mais c'était faux. Il se trouvait avec une jeune femme qu'il fréquentait. Et cette femme avait un enfant. La fiancée de Bomar fait une déclaration contradictoire. Selon elle, Bomar était au Smoky Joe's Bar le soir de la disparition d'Amy Willard. La police passe en revue toutes les preuves à la recherche d'un indice qui pourrait faire le lien entre Bomar et le meurtre. 1 an après la mort de sa fille, Gail Willard, qui travaillait comme infirmière aux urgences, demande à voir les photos des blessures d'Amy. J'ai regardé la photo de ce qu'ils appelaient un motif en forme de diamant. Et je leur ai dit, ce n'est pas un diamant, c'est une brûlure. Mais pas provoquée par une flamme, sans doute une brûlure de contact avec un objet aux bords acérés. Mais c'était une marque de brûlure, et elle était irrégulière. Quel objet a pu provoquer cette étrange brûlure en forme de diamant retrouvée sur le ventre de la victime? A-t-elle été infligée intentionnellement? A-t-elle une signification? S'agit-il d'une mutilation rituelle ou satanique? Tandis qu'ils s'interrogent, les enquêteurs se mettent à la recherche de la Ford Escort d'Arthur Bomar, puisque c'est la voiture qu'ils
conduisait à l'époque de la disparition d'Amy. Ils apprennent que malheureusement, elle n'est plus en circulation. Elle a été accidentée quelques mois après l'assassinat. A-t-elle été détruite dans une casse ou par chance, son épave est-elle encore visible quelque part? Les enquêteurs se mettent immédiatement à la recherche de la Ford Escort de Bomar, la voiture qu'il conduisait à l'époque de la disparition d'Amy. Mais ils reçoivent de mauvaises nouvelles. La voiture a été impliquée dans un accident de la route quelques mois après la disparition d'Amy. Ils ont contacté la société de remorquage pour savoir où ils avaient mis la voiture. Ils ont retrouvé la Ford Escort verte. Elle se trouvait en fait dans un champ non loin du magasin depuis presque un an. Cette preuve, potentiellement essentielle, n'avait hélas pas pu être étudiée scientifiquement. L'examen de l'extérieur de la Ford Escort révèle que le pare-choc avant a été légèrement endommagé. Au moins l'un des pneus de la voiture est un Firestone 440 de 13 pouces, du même type que celui qui a laissé une empreinte sur la scène du crime. Notre expert en empreinte nous a dit que le pneu correspondait en termes de marque, de modèle et de dimension, mais également au niveau de l'usure, ce qui constitue une donnée très utile. On possédait une autre pièce du puzzle. Les analyses scientifiques se sont donc avérées absolument cruciales. Dépourvue de son toit, la voiture de Bomar avait été exposée aux intempéries pendant presque un an. Rien de surprenant à ce que la police ne retrouve aucune trace de sang à l'intérieur. Par le passé, il avait travaillé dans un hôpital, plus exactement dans une salle d'opération, où il avait appris toutes les techniques de nettoyage du sang. Jusqu'à ce que la police regarde les choses d'un peu plus près. Nous avons entièrement démonté la voiture, nous avons retiré les sièges et le revêtement de sol. On a tout aspiré à l'intérieur pour tenter de trouver des preuves. On a vraiment tout démonté, et puis on a retiré le panneau de la portière, et là on a retrouvé du sang derrière. Les analyses effectuées ultérieurement indiquent que le sang trouvé sur la portière du passager était celui d'Amy Willard. Mais la police devait faire une découverte encore plus choquante. Elle remarqua quelque chose sous le véhicule au moment où on le soulevait. Quand les rayons du soleil sont descendus sous la voiture, ils ont éclairé le carter d'huile. En l'observant attentivement, nous étions tous d'accord pour dire que c'était la même marque qui avait été laissée sur le corps d'Amy Willard. Le motif en croix sur le carter est semblable aux marques laissées sur le corps d'Amy. Un expert de l'Institut de pathologie des forces armées confirme que le motif sur le carter d'huile correspond bien aux marques retrouvées sur le corps d'Amy. Tous les violeurs, et dans une certaine mesure tous les tueurs en série, choisissent leurs victimes en fonction d'un fantasme. Ils ont un fantasme dans la tête. Tout crime violent commence par un fantasme. Procureur pense qu'Amy Willard a d'abord attiré l'attention d'Arthur Bomar au Smoky Joe's Bar. À partir de là, Bomar aurait suivi Amy à l'extérieur du bar et le long de la route 476 alors qu'elle rentrait chez elle. D'après eux, au moment où Amy s'apprêtait à quitter l'autoroute, Bomar aurait heurté sa voiture intentionnellement pour qu'elle se range sur le côté. Ce contact a laissé des marques sur les pare-chocs des deux voitures. Quand elle est sortie de son véhicule, Bomar l'a frappée avec le démon de pneus, ce qui explique les éclaboussures de sang sur la glissière de sécurité. Puis, il l'aurait traînée jusqu'à sa propre voiture. Mais personne ne sait où il a emmené Amy après. Toutefois, l'expertise médico-légale indique clairement que c'est le pneu Firestone de Bomar qui a laissé une empreinte sur les lieux du crime et que Bomar a roulé sur Amy avec son véhicule, brûlant sa peau, laissant l'empreinte du carter d'huile sur son torse. Il se serait ensuite débarrassé du corps dans le terrain vague avant de retourner sur les lieux du crime pour y déposer les vêtements d'Amy. De façon assez ironique, c'est le tueur lui-même qui fournit la preuve la plus accablante. Le sperme prélevé lors de l'autopsie d'Amy correspond au profil ADN de Bomar. Avant le procès de Bomar,
la police a retrouvé des restes du squelette de Maria Cabuenos dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie. Lors de son arrestation, Bomar conduisait la voiture de Maria Cabuenos. Le cadavre de Maria a été retrouvé à moins de 30 km du domicile d'Arthur Bomar et à 50 km de l'endroit où Amy avait été enlevée. Comme Amy, Maria est décédée à la suite de blessures à la tête infligées à l'aide d'un instrument contondant. Je sais qu'il est toujours suspecté pour la disparition et le meurtre de Maria Cabuenos. Ça a été rapporté par les médias et les autorités étudient d'autres éléments. Mais vous savez, je ne peux vraiment pas en dire plus pour le moment. Pendant le procès, la défense plaide que Bomar avait eu une enfance difficile et qu'il avait un QI assez bas. Il fallut maîtriser Bomar à plusieurs reprises au cours du procès en raison de ses accès de violence. À l'extérieur du tribunal, la famille de Bomar reporte ses frustrations sur la presse. Son beau-frère et sa mère s'en sont pris physiquement aux équipes de télévision qui couvraient le procès. Madame, ne le frappez pas. Arthur Bomar fut reconnu coupable de viol et de meurtre au premier degré et condamné à mort. Sa réaction ? Quand il a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort, il s'est retourné vers moi pour me menacer d'un geste obscène. Allez vous faire voir, Madame Willard, vous et vos 2 enfants. C'était simplement un tueur de sang-froid et un véritable prédateur. De toute ma carrière, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dangereux, d'aussi froid et dénué de remords qu'Arthur Bomar. Il ne mérite pas que qui que ce soit repense un jour à lui. C'était juste un homme vil et profondément mauvais. En définitive, je crois que sans l'ADN, sans l'empreinte du pneu, sans la marque laissée par le carter d'huile, nous aurions eu beaucoup de mal à résoudre cette enquête. Cette enquête offre en effet un éventail assez complet des techniques scientifiques utilisées par les experts médico-légaux pour résoudre un meurtre. À partir de l'épave d'une voiture abandonnée sur un terrain vague pendant 1 an, ils sont parvenus à déterminer que les pneus et les marques d'usure de la Ford Escort d'Arthur Bomar correspondaient à ceux retrouvés sur la scène de crime. Ils ont confronté positivement les marques de contact laissées sur les pare-chocs des 2 voitures. Ils ont retrouvé quelques gouttes de sang séché à l'intérieur d'une portière qui s'avérait appartenir à Amy Willard. Et ils ont pu prouver que la Ford de Bomar avait roulé sur le corps de la victime grâce à la marque de brûlure laissée par le carter d'huile. L'ADN de l'assassin n'a fait qu'ajouter une preuve supplémentaire à l'ensemble de ces indices matériels. Durant le procès, l'avocat d'Arthur Bomar a essayé de disculper en faisant porter la responsabilité du meurtre sur Andrew Kobach. Piètre stratagème face à l'ensemble des pièces à conviction à charge. Arthur Bomar avait déjà été condamné pour homicide en 1979 et libéré après 11 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, une loi, appelée loi Amy, est en cours de promulgation aux États-Unis. Elle vise à limiter les cas de récidive. Ainsi, si un criminel commet un nouveau meurtre après avoir été libéré avant la fin de sa peine, l'État qui l'a accueilli devra verser la somme de 100 000 $ à la famille de la victime. Des statistiques montrent en effet que 134 000 agresseurs sexuels libérés sur parole ont changé d'état après leur libération conditionnelle. Notre seconde histoire nous emmène dans une famille apparemment paisible de l'Amérique profonde. Flemington, répondez. On vient de nous signaler un vol à main armée à la Commonwealth Bank sur Racecourse Road. Des coups de feu ont été tirés. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle enquête impossible et je vous remercie pour votre fidélité. En Australie, un vol à main armée est commis toutes les minutes et demie. Et, comme partout ailleurs, enquêteurs et experts scientifiques s'attachent au moindre indice pour traquer leurs auteurs. Dans l'affaire qui nous préoccupe, la brigade de répression du banditisme va déployer toutes ses ressources pour mettre hors d'état de nuire 2 braqueurs redoutables. Et contre toute attente, les gangsters vont largement contribuer
assuré le succès de leur enquête. Un peu avant 10 heures, un camion de transport de fonds s'est arrêté devant un guichet automatique de banque à Flemington, dans la banlieue de Melbourne. Les convoyeurs étaient venus réapprovisionner le distributeur qui se trouve à l'intérieur. Après avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, Mohamed s'est posté à l'extérieur de la banque pour surveiller la rue, pendant que Rebecca portait les sacs contenant l'argent à l'intérieur. Et c'est au moment où elle est entrée dans la banque que Mohamed a vu deux hommes surgir de l'arrière d'un pick-up rouge stationné sur sa gauche. Les deux hommes étaient armés et portaient des cagoules. Le chauffeur du fourgon a pu voir les deux hommes dans son rétroviseur et il a su qu'il s'agissait d'un braquage. Il a tout de suite quitté les lieux et a contacté la police pour l'informer qu'un vol à main armée était en train de se produire. Rebecca et Mohamed se sont précipités à l'intérieur de la banque dans la chambre forte, mais ils n'ont pas eu le temps de fermer la porte derrière eux. Donne-moi le fric! Un des voleurs a ouvert la porte. Donne-moi l'argent, je te dis! Le premier coup de feu a été tiré par l'un des malfaiteurs. File le fric! Il a menacé les deux convoyeurs pour qu'ils lui donnent l'argent qui se trouvait dans les sacs à l'intérieur de la chambre forte. Mohamed et Rebecca ont fait feu pour se protéger. Pendant la fusillade, le voleur a tenté de pénétrer dans la chambre forte pour attraper les sacs. L'une des balles est passée si près de la tête de Mohamed qu'il a pu sentir la chaleur du projectile qui fusait. À cet instant, Mohamed a bien cru qu'il allait mourir. Mohamed s'est aperçu qu'il ne lui restait plus qu'une balle dans son arme. Il savait qu'à la première occasion, il devrait tirer sur l'homme cagoulé. Il y a eu un silence dans la banque et Mohamed en a profité pour recharger son arme. Et l'un des criminels lui a crié qu'il allait mourir pour avoir osé faire ça. Tu vas mourir, mec! Donne-moi l'argent! Donne-moi ce foutu fric! Le voleur a une nouvelle fois passé la porte de la chambre forte. Rebecca se souvient avoir vu un gant jaune agripper la lanière du sac contenant l'argent. Elle a visé et tiré sur l'agresseur. Elle a cru l'avoir touché. Il y a eu une courte pause et les convoyeurs ont compris que les deux hommes étaient partis. Ils sont sortis à temps pour voir le pick-up rouge partir sur Racecourse Road. Mohamed a essayé de relever la plaque d'immatriculation, mais ils étaient déjà trop loin. On a deux criminels armés. On pense que l'un d'entre eux a été touché 2 fois, probablement à l'avant-bras. Le braquage d'une extrême violence s'est déroulé en quelques minutes. Faisant preuve d'un sang-froid exemplaire, les convoyeurs de fonds ont rempli leur mission sans défaillir. Des experts de la police scientifique se rendent immédiatement sur les lieux pour recueillir les premiers indices. Si Rebecca a touché à 2 reprises l'un des agresseurs, il a sans doute laissé sa carte de visite sur le sol de la banque. À l'extérieur de la banque, il y avait 2 morceaux de bois sur la route. Et on a pu y relever un peu de sang. Il y avait aussi des gouttes de sang sur le carrelage juste à l'entrée de la banque. J'ai prélevé un échantillon pour faire un test ADN qui pouvait nous permettre d'identifier le criminel. On savait qu'on avait affaire à des criminels expérimentés. Mais avec un peu de chance, cette personne serait enregistrée dans nos fichiers. En attendant les résultats, les enquêteurs tentent d'étudier d'autres pistes. Un témoin passait à vélo sur Racecourse Road au moment du braquage. Il a vu 2 hommes cagoulés et armés se précipiter à l'intérieur de la banque.
L'homme a cru qu'ils étaient en train de tourner un film et a voulu y jeter un œil. Il a traversé la rue et a essayé de regarder à travers la vitre pour voir ce qu'il se passait. Malheureusement, le reflet sur la vitre ne lui a pas permis de voir ce qu'il se passait à l'intérieur, mais il a entendu plusieurs coups de feu. Et à ce moment-là, il ne savait plus si c'était un film ou un vrai braquage. Il s'est éloigné de la devanture, et c'est là que les deux voleurs sont sortis de la banque et ont sauté dans le pick-up rouge avant de disparaître sur Race Course Road. Ce témoin a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Un témoin a identifié la voiture. Il s'agit d'un pick-up rouge. Et une rapide vérification confirme que la voiture rouge a été volée. Elle est retrouvée quelques minutes plus tard. Mais permettra-t-elle de rassembler suffisamment de preuves pour arrêter les criminels ? La police recherche un homme armé et blessé ce matin lors d'un braquage. 2 hommes cagoulés ont volé près de 100 000 € en liquide après avoir tendu une embuscade à 2 convoyeurs de fonds venus remplir les distributeurs automatiques. Tous les coups de feu ont été tirés à l'intérieur de la banque. Aucun passant n'aurait pu être touché, mais c'était une tentative très risquée de la part des criminels. J'ai été contacté par les techniciens de scène de crime pour une affaire de fusillade et de vol à main armée à Flemington. Quand je suis arrivé sur place, c'était un véritable carnage à l'intérieur. Il y avait 14 impacts de balles dans la banque. Et compte tenu des marques laissées par les balles, de la position des 2 convoyeurs et de celle des 2 criminels, on en a conclu que le convoyeur avait tiré 6 balles, que sa collègue en avait tiré 4 et que 4 autres balles provenaient de l'arme du criminel. 2 dans le sol en béton et 2 autres dans la chambre forte. L'une a touché le distributeur et l'autre s'est enfoncée dans le mur, juste au-dessus de la tête du convoyeur. Lorsque les techniciens médico-légaux entreprennent de ramasser les douilles et les balles, ils ont la surprise de constater que 16 tirs ont été échangés à l'intérieur de la banque. Ce qui laisse 2 tirs inexpliqués. Il est possible que ces 2 balles aient touché l'un des 2 criminels et qu'elles soient restées dans le corps, à moins de l'avoir traversé et d'être resté coincé dans les vêtements. Le criminel blessé qui a laissé des gouttes de sang derrière lui s'est enfui avec son complice dans le pick-up rouge qui vient d'être retrouvé. On a localisé la voiture, elle est en feu sur Mulgrave Street. On a au moins 3 ou 4 témoins qui ont poursuivi les criminels. Quand on est arrivé sur Mulgrave Street, un témoin est venu nous dire qu'il passait sur Race Course Road au moment du braquage. Il a dit avoir vu les 2 criminels quitter la banque et sauter dans un pick-up rouge. C'est alors qu'il a décidé de faire demi-tour et de les suivre. Il les a suivis dans Eastwood Street, puis dans Mulgrave Street. À un moment, il a voulu percuter leur véhicule, mais il s'est ravisé en voyant qu'ils étaient armés. Il a vu la voiture percuter de plein fouet une barrière et le plus grand des 2 hommes sortir de l'arrière du pick-up. L'autre homme a retiré sa cagoule, mais le témoin était trop loin pour pouvoir faire une description détaillée de son visage. Ensuite, il a vu le plus petit des 2 verser un liquide sur la voiture avant d'y mettre le feu. Au bout de quelques mètres, il a fait demi-tour et s'est précipité vers la voiture pour récupérer ce qui semblait être un sac.
Il a ensuite vu cet homme courir avec un bras en feu et essayer de l'éteindre avec l'autre main. Deux criminels à pied se dirigent vers le sud dans une ruelle perpendiculaire à Mulgrave Street. En mettant le feu à la voiture, les agresseurs voulaient détruire toutes les preuves. Malheureusement pour eux, le feu n'a pas... Je ne crois pas que le criminel avait l'intention de laisser son arme à l'intérieur, mais il a paniqué et la blessure de l'un d'entre eux les a déstabilisés. Il y a des taches de sang dans la ruelle. Nous demandons la permission de suivre les traces plutôt que de faire appel à la brigade cynophile. Permission accordée. Là où la voiture s'est encastrée dans la barrière, il y avait une ruelle qui partait vers le sud. Elle traversait Smith Street. Et dans cette ruelle, il y avait des traces de sang qui indiquaient que l'un des criminels saignait. Et vu la quantité et la nature des traces, on a su que sa blessure était grave. On a prélevé un échantillon de ce sang pour faire des tests ADN. Les traces de sang se sont mystérieusement interrompues dans Smith Street, ce qui voulait dire qu'ils avaient pris la fuite dans un autre véhicule. Il y a une mare de sang, il semblerait qu'ils se soient arrêtés quelques secondes avant de voler une autre voiture. Le jour du braquage, on a été contacté par la brigade criminelle. On m'a envoyé à une adresse sur Smith Street à Flemington. Un témoin avait vu les deux criminels courir dans une ruelle et monter dans une voiture garée juste devant chez elle. J'ai une description basique des deux hommes. L'un d'entre eux fait environ 1,85 m. Elle m'a dit avoir vu deux hommes. L'un d'entre eux portait une cagoule. L'autre était à découvert et elle a pu voir son visage. L'autre fait environ 1,73 m de corpulence moyenne. Il approcherait de la quarantaine et serait brun aux cheveux courts. Je lui ai posé des questions pour faire un portrait robot de cet homme qui ne portait pas de cagoule. On a reproduit son visage à la manière d'un puzzle. On commence avec les parties les plus caractéristiques du visage, celles dont peut se souvenir le témoin, que ce soit la coiffure, la forme de la mâchoire. Ensuite, on essaie de rassembler les pièces du puzzle pour aboutir à un visage complet. La création d'un portrait robot par ordinateur est un travail délicat qui peut prendre quelques heures ou une journée entière. Or, les enquêteurs travaillent dans l'urgence, il est essentiel pour eux de rassembler le maximum d'informations avant que les braqueurs n'aient le temps de disparaître et de se terrer dans un abri. C'est pourquoi ils concentrent toute leur attention sur le deuxième élément dont ils disposent, la plaque d'immatriculation du second véhicule relevée par un témoin oculaire. À toutes les unités, on a la description du second véhicule volé. La plaque d'immatriculation est OVV 442. Il s'agirait d'un break blanc des années 80, mais les informations correspondraient à une berline de 83 provenant d'un garage de Ben Allah. On a commencé à se demander si les plaques avaient été volées, parce que toutes les informations qu'on obtenait étaient fausses. Ça nous a conduit à faire des recherches plus poussées et à trouver des variantes de la plaque d'immatriculation avec les chiffres et les lettres qu'on nous avait fournis. C'est comme ça qu'on a obtenu des informations sur un break qui avait été volé dans la région de Middle Park environ 3 semaines auparavant et dont la plaque était QVV 442. L'erreur est rapidement corrigée, mais les criminels ont déjà pris de l'avance. Malheureusement pour eux, ils ont choisi la mauvaise voiture et la mauvaise porte de sortie. Quelques minutes après le braquage, la police a compris qu'elle a affaire à des professionnels. Et puisqu'en volant les 100 000 €, l'un d'entre eux a été blessé, la police a mis tous les hôpitaux de la région en état d'alerte. Elle cherche aussi activement le second véhicule de fuite. Dans les heures qui ont suivi le braquage, on a émis un avis de recherche pour le break immatriculé QVV 442.
L'une des pistes susceptibles de nous fournir des informations était le nouveau système de péage de Melbourne. Les voitures équipées d'un dispositif peuvent emprunter une voie réservée qui leur permet de passer le péage sans s'arrêter, moyennant un abonnement. Mais si la voiture n'est pas équipée, des caméras détectent la fraude et le coupable devra payer une amende. Grâce à ce système, on a appris que la voiture volée était passée sur le pont par le péage et qu'elle avait été filmée par la caméra parce qu'il n'avait pas payé le passage. 10 minutes après le braquage, les gangsters franchissent le péage de l'autoroute à la sortie de Melbourne, ce qui leur donne accès à de nombreuses banlieues où ils peuvent se cacher. Pendant que des agents de police locale les recherchent activement, une équipe d'experts examine le premier véhicule carbonisé. À ce stade de l'enquête, on n'avait aucune idée de l'identité des deux criminels responsables du braquage. On est retourné voir le premier véhicule volé. La zone avait été sécurisée pour sauvegarder les preuves qui pouvaient se trouver dans le véhicule et nous permettre d'identifier les voleurs. En examinant la voiture, on a trouvé une corde et une paire de gants que le voleur portait probablement au moment du braquage. Et quand on a parlé au propriétaire de ce pick-up rouge, il nous a dit qu'il manquait des roues et des pneus et aussi que le reste d'armoire brûlée qui se trouvait à l'arrière du pick-up ne lui appartenait pas. On a réinterrogé les gens du quartier où la voiture avait été volée. Et on n'a rien trouvé qui puisse nous éclairer sur l'identité des criminels. Mais les armes retrouvées à l'arrière du pick-up leur offrent une piste solide. Environ une semaine après le braquage, la balistique nous a contactés et nous a donné des informations sur les 3 armes à feu retrouvées sur Mulgrave Street avec le pick-up. Ils nous ont dit que 2 d'entre elles, le fusil de calibre 12 et celui de calibre 22, avaient le numéro de série effacé. En revanche, ils avaient réussi à relever le numéro du revolver et avaient découvert qu'il avait été utilisé au cours d'un braquage en janvier 2001. Soit 5 semaines seulement avant l'attaque de la banque à Flemington. Les convoyeurs et les clients de la banque ont été obligés de se coucher sur le sol sous la menace d'une arme quand les voleurs se sont emparés d'un camion blindé à Toorak. Le braquage a été commis de la même façon, dans le sens où les 2 convoyeurs étaient sur le point de réapprovisionner un distributeur de Toorak quand ils ont été pris en embuscade par 2 voleurs armés. Ils ont été contraints de se coucher sur le sol et les criminels en ont profité pour leur voler une arme, ainsi que l'argent destiné au distributeur. Quand on a découvert que le revolver utilisé dans le braquage de Flemington avait été volé à un convoyeur lors du précédent braquage, on a su qu'on avait affaire à des criminels qui avaient au moins commis 2 actes de ce genre. Leur intuition est la bonne. Tout comme l'arme, le sang retrouvé devant la banque de Flemington est lié à un autre vol, une affaire non résolue depuis 5 ans. Il s'agissait d'un cambriolage pendant lequel les 2 criminels avaient pénétré dans un centre commercial après sa fermeture. Ils étaient entrés dans une bijouterie en brisant une fenêtre. Ils avaient ensuite cassé plusieurs vitrines et l'un d'entre eux s'était coupé. Et sur le terrain, les enquêteurs responsables de l'affaire ont relevé un échantillon de sang. Le cambriolage de la bijouterie avait été parfaitement préparé et exécuté. Et plus de 32 000 € de bijoux avaient été volés. Le problème est que même si les enquêteurs savent que le sang retrouvé à la bijouterie et celui de Flemington appartiennent à la même personne, aucun criminel n'est ressorti du fichier ADN. La bonne nouvelle, c'est que maintenant le portrait robot est terminé. On a transmis le portrait robot ainsi que les détails du braquage à toutes les polices de Victoria, ainsi qu'à tous ceux qui s'occupent des affaires de braquage dans toute l'Australie. De nombreuses réponses ont commencé à affluer et on a pu établir une liste de suspects. On a envoyé un email général en précisant qu'un des criminels avait été blessé et qu'il avait probablement besoin de soins.
On a reçu des informations de la police locale de Rye sur un certain Brian Gardner qui avait besoin de soins. Brian Gardner était connu de la brigade de répression du banditisme, même s'il se limitait généralement à des cambriolages et à des petits délits. Au départ, il n'était pas considéré comme quelqu'un susceptible d'atteindre le niveau de violence du braquage de Flemington. Mais quand on a reçu cette information de la police de Rye, il est devenu notre suspect numéro 1. Quand les enquêteurs cherchent à localiser Brian Gardner dans la ville de Rye, ils découvrent qu'il est susceptible de s'être réfugié à plusieurs adresses. Chacune d'entre elles doit être contrôlée au plus vite. Mais compte tenu de la dangerosité du criminel, qui n'a pas hésité à faire feu sur les convoyeurs, la brigade de répression du banditisme ne se contente pas de frapper aux portes. La brigade savait qu'elle recherchait un homme probablement armé, désespéré et blessé, et susceptible d'utiliser une arme pour ne pas se faire prendre. L'équipe a donc décidé d'entrer par la force. La première maison qu'on a fouillée était inoccupée. Et dans les 2 heures qui ont suivi, on a pénétré dans plusieurs autres maisons, sans succès. On a retrouvé Gardner nulle part. Le suspect a-t-il eu le temps de s'enfuir? A-t-il su que la police allait débarquer? À moins que la police n'ait été mal renseignée. Les enquêteurs fouillent toutes les propriétés susceptibles d'abriter leur suspect numéro 1. Mais toutes leurs tentatives se soldent par un échec. On a cerné toute la zone autour de Rye pour s'assurer que toutes les sorties et tous les points d'accès de la ville étaient sous la surveillance de la brigade, au cas où Gardner apprendrait qu'on le recherche et qu'il tenterait de quitter la région. On a eu plusieurs autres adresses auxquelles on s'est intéressé. On a chargé des policiers de surveiller chacune de ces résidences pour voir si quelqu'un entrait ou sortait. L'une de ces maisons éveille l'intérêt de la police. Les 2 officiers qui surveillaient cette adresse ont vu 2 hommes quitter les lieux en voiture. Ils ont décidé de les suivre pour les intercepter quelques kilomètres plus loin. Ils ont ensuite demandé aux occupants de la voiture de sortir de leur véhicule. Ils les ont menacés de leurs armes, sachant que l'un de ces 2 hommes pouvait bien être Brian Gardner et qu'il était probablement armé. L'un des officiers s'est ensuite approché de l'arrière de la voiture où il a vu une personne couverte d'une sorte de couverture blanche. Il lui a également ordonné de sortir de la voiture, mais apparemment il ne pouvait pas. Quand il a été une nouvelle fois menacé, le suspect a répondu qu'il ne pouvait pas bouger le bras. L'agent a identifié cette personne comme étant Brian Gardner. On avait enfin notre homme. Ils l'ont donc immobilisé avant de vérifier s'il était armé. Mais ils n'ont trouvé aucune arme. À ce stade, ils ont constaté que son bras droit était en écharpe et que son bras gauche était entièrement bandé. Ils l'ont sorti du véhicule et mis en état d'arrestation. Quand ils lui ont demandé comment il s'était blessé, il a répondu qu'on lui avait tiré dans le bras gauche, mais que la balle était ressortie. Il avait aussi pris une balle dans le bras droit, mais la balle avait dû y rester et lui casser l'os. Il leur a dit qu'il n'avait aucun plan quant à la façon de se soigner et qu'il espérait que ça se cicatriserait tout seul. Brian Gardner a immédiatement été conduit au Frankston Hospital, accompagné de 2 membres de la brigade criminelle. Pendant son hospitalisation, il a avoué aux enquêteurs avoir été blessé par un agent de sécurité, mais il n'a rien dit sur le braquage, ni sur l'endroit où se trouvait l'argent, ni sur l'identité de son complice. On était donc reparti à 0 et on avait besoin de preuves scientifiques pour le relier au crime.
Les enquêteurs ont obtenu un échantillon de sang de Brian Gardner, ce qui devait permettre d'établir un profil ADN et découvrir si c'était bien lui qui avait laissé son sang à Flemington. Brian Gardner subit une opération au cours de laquelle une balle lui est retirée, mais elle a été entièrement déformée sous l'impact et ne pourra donc pas être utilisée comme pièce à conviction. Pendant que les enquêteurs attendent impatiemment les résultats des tests ADN, la maison de Gardner est passée au peigne fin. Au cours de cette fouille, on a trouvé un grand nombre d'antalgiques, de bandages et d'autres produits du même genre dans la chambre, tous destinés à soigner ses blessures. Il y avait aussi une grosse moto dans son salon. Elle avait l'air neuve et ça pouvait être le signe d'un enrichissement récent. On a posé la question à sa femme qui nous a dit qu'ils avaient emprunté 16 000 € pour acheter cette moto. Vu le contexte, on a trouvé ça plutôt bizarre. On a parlé à l'ancien propriétaire de la moto qui nous a fourni un certain nombre d'informations. Il nous a dit que Gardner était venu chez lui pour acheter la moto 2 semaines environ avant le braquage. Gardner lui a donné un acompte et lui a dit qu'il aurait bientôt le reste de l'argent et qu'il reviendrait à ce moment-là pour payer la moto. Et puis Gardner est reparti. 2 jours après le braquage, la femme de Gardner est allée chez le propriétaire de la moto pour payer les 16 000 € qu'il restait à verser. Dans la conversation, la femme de Gardner a dit qu'elle voulait emmener la moto tout de suite pour rassurer son mari. La découverte de la moto expliquait au moins 16 000 € du braquage. Mais le reste de l'argent était introuvable. À ce stade, on ne savait pas où il avait mis l'argent, ou ce qu'il en avait fait. Après avoir été interrogé dans sa chambre d'hôpital, Gardner est inculpé de tentative de meurtre, vol à main armée et vol de voiture. Pour autant, les policiers sont inquiets. Parviendront-ils à rassembler les preuves matérielles suffisantes pour maintenir leur chef d'accusation devant un tribunal? La nuit de l'arrestation de Brian Gardner a été plus chargée que prévu. Les enquêteurs ont appris un peu plus tard ce soir-là que le break blanc qu'ils recherchaient a été repéré à moitié calciné sur le parking qui se trouvait derrière la banque. Ce véhicule ne pouvait pas avoir été abandonné à cet endroit avant cette nuit-là parce que la zone était constamment surveillée. C'est une zone très fréquentée où la police patrouille régulièrement. On était plutôt satisfait d'apprendre qu'elle avait été abandonnée cette nuit-là. Il y avait 2 façons de voir les choses à ce stade. Soit le criminel s'était dit qu'il fallait se débarrasser de toutes les preuves à ce moment précis, soit c'était pour narguer la police, du genre « arrête-moi si tu peux ». Brian Gardner, lui, est sous surveillance permanente à l'hôpital. Tout comme le break blanc qui a été utilisé comme véhicule de fuite lors du braquage et qui vient d'être retrouvé, abandonné et partiellement brûlé dans un parking. À l'intérieur du break, on a retrouvé des pneus et des planches de bois. C'était des planches avec un papier fleuri dessus. Et puis des boîtes dans lesquelles on range les billets. Le genre de boîte qu'on utilise pour transporter les billets destinés aux distributeurs. Et celle-ci portait un numéro indiquant qu'elle venait de la banque de Flemington. On a aussi retrouvé un grand sac en vinyle à l'arrière de la voiture. Et c'est dans ce sac que se trouvaient les boîtes à billets. À l'avant de la voiture, on a retrouvé une grande quantité de sang, ce qui indiquait que la personne qui s'était assise à cette place avait beaucoup saigné. J'ai fait un prélèvement pour des tests ADN. On avait la quasi-certitude que ce sang était celui de Brian Gardner, qui s'était fait conduire par son complice alors qu'il fuyait la banque de Flemington après le braquage. On a contacté le propriétaire du break pour qu'il nous dise si ce qui se trouvait à l'intérieur lui appartenait. Et il nous a répondu que les morceaux d'armoire, les roues, les pneus, les boîtes et le sac n'étaient pas à lui. Quand on a contacté le propriétaire du break, on a également fait appel au propriétaire du pick-up rouge. Mais il nous a dit que les pneus qui se trouvaient à l'arrière du break étaient bien les siens.
Avec cet incendie manqué, la police a désormais un lien entre les deux véhicules. Et il y a de grandes chances pour que le sang retrouvé sur la scène de crime et celui de la voiture appartiennent tous les deux à Gardner. Mais pour le moment, la police n'a aucun indice sur l'identité de son complice. On n'avait aucune idée de l'identité du complice. On a procédé par élimination à partir d'une liste de personnes qu'on avait interrogées, jusqu'à ce qu'on reçoive un coup de téléphone du commissariat d'Altona. Une personne du nom de Michael Coates s'était présentée au poste de police en disant que la brigade de répression du banditisme voulait lui parler au sujet d'un braquage à Flemington. On a trouvé ça bizarre. Pourquoi quelqu'un se présenterait-il au commissariat sans savoir ce qu'il s'était passé à Flemington? C'était vraiment très étrange et il fallait absolument qu'on étudie cette piste. Une fois au commissariat d'Altona, j'ai remarqué que Michael Coates ressemblait beaucoup à la description et au portrait robot du témoin de Flemington. Michael Coates a été placé en état d'arrestation au cas où les aveux qu'il ferait puissent être utilisés au cours d'un procès. Je vais vous interroger au sujet d'un braquage à main armée. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire que vous avez le droit de garder le silence et que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous comprenez ? Oui. Pendant l'interrogatoire de Michael Coates, j'ai tout de suite demandé pourquoi il s'était présenté à la police. Et il a dit qu'il avait lu un article de journal à propos d'un homme qui avait été blessé au cours d'un braquage à Flemington. Je suis de nature méfiante et je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un que je connaissais et que, si c'était le cas, vous voudriez probablement me voir. Mais personne n'est venu me voir. Quelqu'un est venu à 9 h ce matin pour me dire que vous me cherchiez, alors je suis venu. Cette personne était un agent de police ? Non. Ok, on n'est pas là pour jouer aux devinettes, alors on aimerait bien comprendre. La personne du journal, c'était qui d'après vous ? Sans commentaire. Ok Michael, j'aimerais qu'on parle des raisons de votre arrestation. Le 25 janvier 2002, il y a eu un vol à main armée au guichet automatique de la banque de Flemington. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Sans commentaire. Êtes-vous impliqué dans ce braquage ? Sans commentaire. Connaissez-vous quelqu'un susceptible d'être mêlé à ce braquage ? Sans commentaire. Vous avez l'intention de répondre sans commentaire à toutes nos questions concernant ce braquage ? Exact. J'étais un peu déconcerté par cet homme qui s'était lui-même présenté à la police disant qu'il voulait nous parler et répondre à nos questions pour ensuite se servir de son droit de garder le silence. Je ne comprenais pas pourquoi cet homme s'était présenté pour ensuite jouer au chat et à la souris. C'était vraiment bizarre. Je vais continuer avec des questions relatives aux procédures scientifiques. On lui a demandé s'il pouvait nous montrer son bras pour voir si on pouvait trouver un indice qui correspondait au bras en feu du second suspect. Quand il a remonté sa manche, on a relevé une marque de brûlure qui pouvait correspondre avec l'incident dont le second braqueur avait été victime quand il est retourné chercher le sac dans le pick-up en feu. Il nous a dit qu'il s'était brûlé en réparant sa moto. On a demandé à un officier de la police scientifique de venir examiner la blessure et il nous a dit qu'elle avait été causée par une brûlure récente. Je n'arrive pas à croire que Michael Coates ait pu être assez stupide pour se présenter de lui-même. Il correspondait au portrait robot et il avait une blessure susceptible d'être la brûlure du deuxième suspect. Les inspecteurs se trouvent face à une situation extravagante. Si Michael Coates est le second braqueur recherché par toutes les polices d'Australie, pourquoi s'est-il présenté spontanément au commissariat? Et pourquoi, une fois s'être mis dans la gueule du loup, refuse-t-il obstinément de répondre aux questions? Les traces de brûlure qu'il porte au bras semblent le désigner comme étant le complice de Brian Gardner, qui de son côté a avoué avoir été blessé lors d'une fusillade, mais qui nie toujours son implication dans le hold-up. Face à cette situation confuse et inexplicable, les policiers bénéficient d'une chance inespérée. Coates s'est présenté au commissariat à bord d'une voiture.
Michael Coates m'a aussi donné les clés de sa voiture et quand je l'ai fouillé, j'ai trouvé un bail de location dans la boîte à gants. Il correspondait à une adresse sur Locke Street, à Yarraville. Ce qui nous a particulièrement intéressé, c'était les dates. Le bail commençait juste avant le braquage et se terminait juste après. L'agent immobilier nous a donné d'autres informations sur le bail. Et sur le contrat, Brian Gardner se portait caution de Michael Coates. Michael Coates s'est présenté au commissariat de police en prétextant que la brigade de répression était à sa recherche. Ce n'était pas le cas, mais son attitude conduit les enquêteurs à fouiller une maison qu'il a louée pendant la période du braquage de Flemington. On a fouillé la maison de Yarraville et on a trouvé un certain nombre de choses. D'abord, il y avait des taches de sang sur le sol près de la porte de derrière. On a aussi trouvé une paire de baskets tachées de sang, des bandages également tachés qui se trouvaient dans le salon. Et surtout, on a trouvé une armoire avec des étagères recouvertes d'un papier fleuri qui correspondait aux planches de bois retrouvées dans le break volé. Non seulement les étagères permettent de faire le lien entre la maison et le break blanc, mais la police scientifique a aussi découvert d'autres éléments permettant de relier la maison, le break blanc et le pick-up rouge. Quand j'ai comparé les caractéristiques communes aux deux voitures volées, c'est-à-dire le pick-up rouge et le break blanc, j'ai remarqué qu'il y avait des morceaux d'armoire dans les deux. Il y avait aussi des charnières bien particulières en forme de U, avec une peinture blanche recouvrant une peinture verte. Les charnières étaient conçues de la même façon. Elles venaient probablement de la même porte et probablement de la même armoire. Et dans une ruelle à proximité de la maison, les enquêteurs trouvent d'autres preuves. D'autres restes de placards, dont le cadre est identique à celui retrouvé dans le pick-up. Et grâce au propriétaire de la maison, les enquêteurs vont enfin en apprendre plus sur ces fameux placards. Ils nous ont dit qu'il leur manquait 3 placards. Les 3 avaient les mêmes étagères fleuries. Elles provenaient donc de cette maison. Au moment du vol, la maison était louée par Michael Coates. Tout concordait. Et les rapprochements ne s'arrêtent pas là. Dans le garage qui se trouve derrière la maison, on a trouvé un morceau de corde. Et on a tout de suite vu qu'il s'agissait de la même corde que celle retrouvée à l'arrière du pick-up rouge. Cette corde avait la même taille et la même structure que la corde retrouvée dans le pick-up. J'ai pu en conclure qu'il y avait de grandes chances pour que ce soit les mêmes. Dans le garage, les enquêteurs retrouvent également des traces de pneus. L'une d'entre elles correspond parfaitement avec les pneus du break. Mais cette voiture n'est pas le seul véhicule relié à la maison louée par Coates. Des membres de la brigade de répression du banditisme ont interrogé tous les habitants de Locke Street et ils ont pu trouver quelques témoins. L'un d'entre eux a repéré une berline jaune moutarde garée devant la propriété au moment où a eu lieu le braquage de Flemington. Il a également vu un homme prendre dans le coffre ce qui ressemblait à un étui de fusil avant de l'emmener à l'intérieur de la maison. Mais la description de cette personne ne correspondait pas à Brian Gardner. Et on a appris que Brian Gardner avait eu une voiture du même modèle et de la même couleur. En poursuivant nos recherches autour de Locke Street, on a trouvé un cabinet médical. Et on a découvert que Michael Coates s'y était rendu plusieurs fois après le braquage. Et qu'il avait obtenu une ordonnance pour des antalgiques. Et c'était une information très importante parce qu'il était clair que ces antalgiques étaient destinés à soigner Gardner qui avait été blessé par balle. Brian Gardner et Michael Coates sont donc bien passés dans cette maison. Et, plus important, les résultats des tests ADN de Brian Gardner reviennent enfin. Son sang correspond à celui retrouvé dans le break blanc dans la ruelle près de l'endroit où le pick-up a été brûlé,
et à celui prélevé à l'extérieur de la banque. En s'appuyant sur cette accumulation de preuves matérielles, les policiers confirment leurs accusations. En attendant de comparaître devant une cour, Brian Gardner est maintenu en garde à vue pour vol à main armée et tentative de meurtre sur 2 convoyeurs de fonds. Son ADN en établit la preuve formelle. En revanche, Michael Coates ne peut être accusé que de complicité. Mais les enquêteurs sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Une fois qu'on a obtenu toutes les preuves relevées à Locke Street, on s'est ensuite adressé aux témoins qui avaient vu le criminel sans sa cagoule. On lui a montré une série de photos sur lesquelles elle a été capable de l'identifier. Michael Coates était bien la personne qu'elle avait vue dans la ruelle le jour du braquage. On avait donc des preuves suffisantes pour accuser Michael de vol à main armée. On est ensuite allé le chercher à son domicile de Mount Street pour l'arrêter et le conduire auprès des enquêteurs de brigade de répression du banditisme, où on lui a donné l'opportunité d'expliquer ses actes s'il le souhaitait. Ok Michael, on sait que vous et Brian Gardner êtes allés à la banque de Flemington, où vous avez été confrontés à 2 convoyeurs de fonds venus réapprovisionner les distributeurs. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ce n'était pas moi. On sait qu'à la suite de ce braquage, une certaine somme, environ 100 000 €, a été volée. Vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas de quoi vous parlez. À ce moment-là, on vous a également vu fuir avec Gardner, dans un pick-up volé. Il était rouge et il était garé à côté de la banque. L'immatriculation est DVC 574. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Ce n'était pas moi. Le braquage était parfaitement préparé et parfaitement exécuté, jusqu'à ce que Gardner se fasse tirer dessus. À partir de là, les choses ont mal tourné. La fuite ne s'est pas passée comme prévu. Ils ont eu un accident avec le pick-up, ils y ont mis le feu et ont laissé leurs armes à l'intérieur. Ils avaient même laissé l'argent et Michael Coates s'est brûlé en essayant de le récupérer. Ça a carrément viré au cauchemar. Ils n'avaient pas de deuxième véhicule sous la main, il fallait qu'ils improvisent. Rien ne s'est passé comme prévu à partir du moment où ils ont quitté la banque. On a pu inculper Michael Coates pour vol à main armée, tentative de meurtre et le vol des 2 voitures utilisées pour fuir avec les 100 000 € de la banque. Il a donc été placé en détention provisoire avec son complice Brian Gardner. Vous avez quelque chose à dire concernant les accusations portées contre vous? Sans commentaire. Vous avez d'autres déclarations à faire concernant cette affaire? Non. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Michael Coates s'est présenté au commissariat d'Altona. On a plusieurs théories là-dessus. Il a peut-être eu le culot de croire que même si on découvrait la vérité, on n'aurait pas les preuves suffisantes pour le condamner. J'avoue que je me pose encore la question, mais là où il est maintenant, je crois qu'il va avoir le temps d'y penser et de s'apercevoir que ça a été sa plus grosse erreur. Au procès, les 2 hommes plaident non coupables pour la tentative de meurtre. Mais contrairement à son complice, Brian Gardner plaide coupable pour le vol à main armée et le vol de voiture. Ils sont condamnés pour ces 2 chefs d'accusation. Curieusement, à défaut de preuves balistiques, ils parviennent à se faire acquitter de la tentative de meurtre sur les convoyeurs. Gardner a été condamné à une peine de 8 ans de prison contre 7 ans pour Coates. Mais le cabinet du procureur de l'État de Victoria a fait appel et leurs peines ont été alourdies à 11 ans de prison ferme sans remise de peine avant 8 ans. Coates et Gardner ne pourront pas espérer sortir de prison avant 2010. Gardner a également été condamné pour l'affaire du cambriolage de la bijouterie dans laquelle il a plaidé coupable. Et pour ça, il a pris 1 an de plus. Mais malheureusement, on n'a pas pu rassembler assez de preuves pour le braquage de Toorak et l'enquête est encore en cours. Les 2 convoyeurs de fonds qui se sont retrouvés au milieu du braquage de la banque de Flemington ont quitté leur travail. Brian Gardner, le responsable de leur traumatisme, en portera la cicatrice sur son bras droit. Il ne pourra probablement plus jamais conduire une moto. Le reste de l'argent n'a jamais été retrouvé. Préparé comme une mécanique parfaitement huilée, le hold-up a bien failli se dérouler comme les gangsters l'avaient prévu. Mais c'était sans compter sur le courage de Mohamed et Rebecca, les convoyeurs de fonds. En blessant Gardner,
Ils ont fait déraper l'opération. Les traces de sang, la récupération de l'épave de la première voiture volée, les armes et les objets divers ont conduit les policiers à l'arrestation de Brian Garner. Par ailleurs, la réaction de Michael Coates demeure un mystère. Pourquoi? Mais pourquoi s'est-il livré spontanément? Pourquoi a-t-il pris le risque de se faire arrêter? Provocation? Désir de narguer la police? Besoin de savoir si son complice l'avait dénoncé? Depuis des années, aucune explication satisfaisante n'a répondu à ces questions. Et c'est sur cette énigme que se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne, bien sûr, pour une nouvelle enquête impossible.